Alors, le séminaire a pour but de former et les psychologues cliniciens et ceux qui aspirent à l'être, parce que là, on a vu qu'on a plein d'étudiants qui sont là, à manipuler cet outil, à apprendre les techniques de cet outil, mais surtout aussi à partir de ses fondements théoriques, parce qu'il n'y a pas de pratique sans théorie. Alors, partant des fondements théoriques de l'entretien clinique, les participants ont pu voir d'où vient l'entretien clinique, pourquoi on le pratique, comment on le pratique, quelle est son importance, mais surtout aussi de voir tout ce que cela demande pour eux, en termes de leurs attitudes propres, en termes de leurs ressentis propres, en termes de leur vécu propre, tout ce qu'ils doivent être pour arriver à pratiquer l'entretien clinique qui n'est pas un exercice facile, qui s'apparente souvent à la simple causerie, parce que généralement on dit va causer avec le psychologue. Non, on ne cause pas avec le psychologue. Le psychologue clinicien mène un entretien clinique. Alors, il y a des techniques particulières, il y a des attitudes particulières qu'il faut avoir, il y a des fondements qu'il faut avoir, mais surtout, il y a cette expérience qu'il faut acquérir. Alors, c'était tout ça, les objectifs de cet atelier, permettre d'acquérir toutes ces compétences pour pouvoir avoir des cliniciens bien formés. Il faut dire que déjà pour être psychologue clinicien, il faut avoir un minimum de bac+5 et avoir 8 mois de stage supervisé. Ça, c'est pour être clinicien. Mais maintenant, on peut être seulement psychothérapeute. C'est-à-dire qu'on peut avoir une autre formation et faire une formation en psychothérapie et devenir psychothérapeute. Donc, on ne pouvait pas limiter la cible à seulement ceux qui sont psychologues cliniciens. Mais même les apprenants qui vont y arriver, on commence à les outiller pour qu'au bout de leur formation, ils aient déjà ces acquis et qu'ils puissent être performants sur le terrain. Donc, nous avons ciblé les psychologues cliniciens dans le cadre du renforcement des capacités, mais aussi les apprenants qui doivent déjà avoir ces acquis parce qu'il faut une certaine expérience pour arriver à pratiquer l'entretien clinique. Alors, l'expérience commence quand on est apprenant, ce n'est pas quand on est déjà psychologue qu'on va s'y lancer. Alors, le psychologue clinicien, c'est d'abord le psychologue parce qu'il y a une formation de base de psychologie. Mais maintenant, le clinicien, c'est celui-là qui va se spécialiser dans la prise en soin de la maladie mentale. C'est-à-dire que tous les psychologues n'accompagnent pas les personnes en souffrance psychique. Il n'y a que le clinicien qui le fait. Donc, il prend en soin la souffrance psychique, mais il travaille aussi dans d'autres domaines comme la sensibilisation, comme le domaine scolaire, comme dans le cadre du travail. En fait, partout où il y a l'être humain qui agit, le psychologue clinicien peut se mettre en action. C'est-à-dire que on a besoin, souvent on dit avant de manger, il faut se laver les mains. Il faut porter des vêtements propres, il faut se laver le corps, on le dit parce que c'est l'hygiène qui nous permet de ne pas attraper les maladies. Mais on ne sait pas toujours qu'il y a toute une hygiène mentale qu'il faut entretenir pour avoir une bonne santé mentale. Ça, c'est ce dont on ne parle pas beaucoup. Le clinicien aide aussi à cela. On n'attend pas quand on est malade pour aller voir le psychologue clinicien. On peut le voir pour se connaître. Vous voulez connaître quel est votre type de personnalité. Alors, vous pouvez voir un clinicien pour cela. Mais on peut aussi le voir quand on est déjà en souffrance. Il met en place des psychothérapies qui vous permettent d'arriver au changement et de pouvoir vivre harmonieusement dans votre environnement. Alors, il est une chose que d'apprendre la théorie, que d'entendre ce qu'il faut faire. Mais il est une autre de la pratiquer. Voyez-vous, on vous dit, vous avez votre patient en face, voilà comment vous devez vous asseoir, voilà le ton de la voix que vous devez utiliser, voilà comment vous devez l'écouter, on vous donne les attitudes que vous devez avoir. Mais vous ne savez pas l'attitude que le patient, lui, aura. On aime à dire à nos étudiants, les restrictions, c'est pour le clinicien, le patient est tout permis. Alors, si vous ne vous mettez pas en situation, vous pouvez avoir tout ce bagage théorique, mais si vous ne vous mettez pas en situation,
devant le cas, devant le patient, c'est la panique, on ne sait plus quoi faire. Alors, ce que nous faisons dans la pratique, dans le cadre d'un atelier comme ça, c'est ce que nous allons appeler les jeux de rôle. C'est-à-dire qu'un participant va jouer le rôle de clinicien, l'autre va jouer le rôle de patient et on va changer pour que chacun puisse se confronter à cette pratique de l'entretien clinique-là. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir dans le cadre de la pratique. D'abord, il y a les formes d'entretien. On peut mener l'entretien clinique dans le cadre de la recherche. C'est-à-dire qu'on est un psychologue clinicien chercheur. On fait de la recherche et on sait que quand on fait de la recherche, on veut induire un changement social. C'est-à-dire qu'on va apporter quelque chose de nouveau à notre vie, à notre environnement, à notre société. Dans ce cadre, on parle d'entretien clinique de recherche. On peut avoir l'entretien clinique dans le cadre du diagnostic. C'est-à-dire qu'un patient est venu vous voir, vous voulez savoir de quoi il souffre. À ce moment, vous allez mener un entretien clinique à visée diagnostique. Mais il y a aussi l'entretien clinique à visée thérapeutique. Là, on est déjà dans le cadre du soin. C'est-à-dire qu'on sait de quoi le patient souffre et maintenant, on veut induire le changement. On veut, entre guillemets, le soigner. On va parler d'entretien clinique thérapeutique. Ça, c'est les formes d'entretien. Mais maintenant, dans les types, on a ce que nous appelons l'entretien clinique structuré. Dans l'entretien clinique structuré, on a une série de thèmes qu'on pose au client, au vis-à-vis qui est là, et il parle à l'intérieur de ces thèmes. C'est vraiment une série de beaucoup de thèmes qui ne sont pas des questions. Il faut bien faire la différence. L'entretien n'est pas le questionnaire, c'est un échange. Et on a une série de thèmes qu'on pose et le vis-à-vis répond à l'intérieur de ces thèmes. On a l'entretien semi-structuré. Dans l'entretien semi-structuré, on pose aussi des thèmes qui sont moins nombreux et le vis-à-vis a plus de latitude à s'exprimer. On le laisse s'exprimer comme il veut, mais à l'intérieur des thèmes. Et en troisième partie, on a l'entretien non directif, non structuré. C'est-à-dire que le client, il parle comme il veut, il dit ce qu'il veut, il peut même aller du coq à l'âne. On va le laisser parler. On ne va pas induire sa parole, on ne va pas l'orienter, on va le laisser parler librement. Maintenant, le choix du type d'entretien dépendra de l'objectif visé. Est-ce qu'on est dans le cadre de la recherche? Est-ce qu'on est dans le cadre du diagnostic? Est-ce qu'on est dans le cadre de la thérapie? Donc, le choix du type d'entretien va dépendre de l'objectif visé. Le psychologue clinicien a ceci de particulier que il a affaire partout où il y a l'être humain. Et l'être humain, on le prend dans sa totalité. C'est-à-dire que vous êtes une femme, la clinique peut s'occuper de vous en tant que femme, en tant que mère de famille, en tant que jeune fille, en tant qu'étudiante, en tant que professionnelle, mais aussi en tant que personne qui interagit dans la société avec son environnement immédiat ou alors lointain, en tant que personne qui a ses équilibres et ses déséquilibres, en tant que personne qui a ses désirs, des attentes, des craintes, des frustrations, des conflits. Donc, la clinique va rentrer dans toutes ces sphères de l'être humain. On va aller explorer parce que c'est toute cette globalité, c'est cette totalité qui fait en fait l'être humain. Donc votre agir dépend de tout cela. Alors la clinique va aller investiguer dans tous ces domaines parce que vous êtes un être global, un être total. On ne peut pas vous segmenter. Donc la clinique va donc rentrer dans tous ces domaines qui concernent la vie de l'être humain. Dès qu'on est un être vivant, dès qu'on vit, il y a la psychologie. Il faut dire aussi en même temps que c'est quand même un domaine qui est nouveau chez nous. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tout ce qui n'était pas physiologique, c'est-à-dire que lorsque vous alliez à l'hôpital et que vous aviez certains symptômes, quand on vous faisait les examens médicaux et qu'on ne trouvait rien, on pouvait facilement attribuer cela à de la sorcellerie, à de l'envoûtement, à tout ce qui est mystico-religieux. Parce qu'on ne connaissait pas encore ce pan de la santé mentale qui fait partie intégrante de notre vie. C'est pour ça qu'on peut penser que le psychologue est encore réservé. Mais tout être humain a une vie psychique
qu'il soit au tréfonds du village, qu'il soit dans les quartiers les plus huppés des grandes villes, c'est l'être humain et son psychisme réagit, alors il a besoin du psychologue. Bon, certainement vous allez me parler des coûts, mais la consultation psychologique n'est pas moins chère que la robe que vous porterez, n'est pas moins chère que la coiffure que vous irez faire. Je pense que c'est plus un problème de culture. La psychologie est toute nouvelle dans notre environnement, donc on a encore des appréhensions, on a encore des peurs, des soupçons, mais elle est importante pour tout être humain, où qu'on soit, quoi qu'on soit. Ce que je pourrais ajouter, c'est que la psychologie est au cœur de la vie et tout le monde en a besoin. Tout le monde devrait aller vers la psychologie. C'est vrai, peut-être les psychologues ont besoin de se faire connaître parce qu'il y en a qui ne savent pas qui a le psychologue. Mais il faut que le public, le grand public, soit sensibilisé à la question psychologique. C'est-à-dire qu'on ne va pas être forcément tous des experts, mais que chaque être humain, chaque individu puisse être capable de déceler que chez mon prochain, il y a une souffrance. Chez mon prochain, il y a quelque chose qui ne va pas et peut-être qu'il devrait voir le psychologue. Je pense que c'est à ça que nous devons arriver. Aider le commun des êtres humains à pouvoir sentir la souffrance chez l'autre. Je disais tout à l'heure, pendant l'atelier, lorsque quelqu'un a fait une tentative de suicide, la tendance, c'est tout de suite de dire c'est un lâche. Mais non, personne ne va vers le suicide. Celui qui va est une personne en souffrance. Il faut que nous soyons tous capables de déceler que quelqu'un souffre à côté de nous, que quelqu'un est dépassé et que sa simple volonté ne suffit plus, et l'orienter vers un expert. Ça, je pense que c'est le plus grand défi que nous avons actuellement, pouvoir repérer la souffrance chez l'autre. La maladie, surtout quand elle est psychique, elle a ceci de particulier qu'elle naît des conflits internes, externes, internes et externes. C'est-à-dire que, à force de penser même que vous êtes malade, que vous avez de la fièvre, vous pouvez faire de la fièvre. Donc la pensée agit, mais non seulement sur la magie, mais sur ce que vous êtes. Si vous pensez que vous êtes laide, vous devenez laide. C'est clair. Si vous pensez que vous êtes... C'est-à-dire qu'on est ce que nous pensons. Et ça va avoir un impact sur notre manière de marcher, de manger, de parler, mais aussi sur notre santé forcément.